Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. C'est déjà donc aujourd'hui on va parler de la newsletter, la Distill News numéro 103 qui a été publiée le dimanche 23 avril 2023. Et aujourd'hui pour ce faire je suis accompagné de Augustin Châtenay et de mon chat qui passe. Voilà. Belle entrée Hello en Augustin, matière. merci de te joindre à moi Salut pour Fred, ce merci pour numéro. l'invitation. Et comme je te disais, bravo pour le travail de cette newsletter qui est dense et très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de newsletters de ce niveau-là dans l'industrie et c'est surtout en français, donc c'est super intéressant. Bah, merci beaucoup. Très belle entrée en matière encore une fois. Donc voilà, donc on va parler évidemment de l'actualité de la semaine et on en profitera évidemment, vu que tu es là, de parler d'Armin Armagnac, d'Armagnac Il et faut tout ça parler et de tous tes d'Armagnac, c'est projets. important. Exactement. Bah écoutez, attaquons tout de suite. Donc la newsletter s'intitule Mescal inoxydable et première actu, bah écoutez, ça parle d'inox. Et en fait, simplement pour parler d'une marque qui s'appelle donc Montana Whiskey Company, qui a sorti en fait un bourbon dans une bouteille en inox, donc assez novateur. Ouais. Voilà, je trouve ça assez iconoclaste et je pense que Armin est pas mal là-dedans aussi. Donc je sais pas si peut-être c'est même quelque chose que tu envisagerais Bah, à l'avenir, pour mais être honnête, on a tous connu, embouteilleurs, producteurs, tout le monde a connu cette pénurie du verre l'année dernière, qui a été hyper compliquée à organiser pour maintenir la production de nos bouteilles. Il y a des producteurs qui ont changé de modèle, il y en a qui ont trouvé des solutions. Et c'est vrai que cette solution en acier, c'est hyper en inox, ouais. innovant. Ça permet de joindre un côté unique. Pour le coup, là, ça casse les codes à 100%. Et c'est vrai que peut-être un peu trop pour une catégorie comme l'Armagnac où les gens attendent quand même un écrin et un flacon de verre. Il se définit, j'avais vu comme le whisky outdoor. Alors, j'ai un peu de mal Ouais. à saisir exactement ce que ça peut vouloir dire. Alors, chaque fois que Mais je vois des trucs en inox, c'est en mode bah, tu la prends avec toi au camping quand tu ok, pars en randonnée. Donc voilà, le côté outdoor, elle craint ok, pas l'eau, quoi. plus légère. Mais c'est vrai que c'est un enjeu au-delà de la pénurie qui est majeur. Nous, on est en train de faire évoluer nos packaging, notamment pour la bouteille, parce qu'il y a un vrai sujet sur l'importance aussi d'être moins lourd, Ouais, même si euh, il y a des solutions qui existent pour les consignes pour autres. C'est un peu compliqué sur le verre, il faudrait qu'il y ait un modèle unique. Et ouais. c'est vrai que trouver ces solutions un peu novatrices qui permettent à la fois de faire un petit coup de com', de se différencier et de répondre à ces besoins-là, c'est smart. Après, c'est toujours pareil où s'arrête le coup de com' de la réalité Mm. business. Il y a le Gin Engine aussi qui est comme ça dans Oui, un fût en un métal. peu en mode huile d'olive Ouais, un peu huile moteur même. ou huile de moteur, Pas très loin exactement. et 20, mais bon, je sais pas comment ils vont faire en France. Mais c'est vrai que c'est un enjeu important et que ils ont fait un pari qui est, je trouve, c'est hyper bien exécuté en plus. Donc, dans leur logique, dans la logique de la marque, c'est un Mm. intérêt. Après, il faudra voir les retours consommateurs, mais c'est vrai que le coup de com' est beau et c'est bien exécuté. Ouais, c'est sûr que ça dénote sur un rayon. Maintenant, c'est sûr que si tout le monde se met à le faire, bah, ça, ça Ouais. perdra de son originalité. Donc voilà, en tout cas, Montana Whiskey Co. a sorti un de ses bourbons comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et novateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Là, on parle plus sur le vieillissement un peu original avec Vagabond Spirit, en fait, qui sort donc un petit embouteilleur indépendant français. Qui a sorti en fait, qui a pas mal de projets, j'ai discuté avec le mec une fois, pas mal de projets assez fous de vieillissement bah, qui sortent de l'ordinaire. Et là, ils ont sorti un rhum qui s'appelle Off-Road. C'est la deuxième édition et en fait, ça a été vieilli en fait sur le pont d'un cargo, d'un voilier cargo. Voilà, là où souvent on a des choses vieillies en bateau, mais en fait c'est dans la cale, je crois, cachée. Là, c'était un peu plus, c'était vraiment au gré vraiment du vent et tout. Donc voilà, il y a un truc assez fou. Je sais qu'ils ont d'autres projets de vieillissement encore plus dingues que ça. Donc voilà, ça s'appelle Vagabond Spirit, c'est des petits lots. Mais voilà, je serais très curieux de goûter ça et j'imagine que toi aussi. Ouais, moi aussi, je trouve ça. La description est ultra technique pour le coup, parce que au-delà du vieillissement, il y a aussi un assemblage assez dingue. Mm. C'est un hommage un peu je trouve, à l'historique quand même des spiritueux.
c'est comme ça que de la bière et du vin. L'IPA est né comme ça grâce au transport. Le cognac, c'était un peu ça, c'était le vin cuit qu'on envoyait vers le hollandais, donc le Brandewijn qui a donné le nom brandy. Il y a un hommage un peu à l'histoire des vins et spiritueux sur le vieillissement. C'est très technique, encore une fois. Je ne maîtrise pas l'impact du vent sur le jus et du soleil, Non, mais bah, l'hommage, la je pense qu'il y a bouteille le est côté canon. marin surtout aussi. Ouais, la bouteille est canon. C'est une initiative française, donc il faut la soutenir. Mais c'est vrai qu'en Armagnac, il y a quand même une grande mode comme ça, des finishes. Mais alors là, c'est pas vraiment finish, mais des vieillissements un peu différents. Ouais. En Armagnac, ça se fait un peu moins. Le cahier des charges est assez dur là-dessus. Il y a des débats un peu sur est-ce qu'on a le droit de finir dans des fûts qui ont accueilli du raisin. Est-ce qu'on a le droit à d'autres fûts? D'accord. A priori, l'AOC est quand même, le cahier des charges est très strict. Et la complexité, en fait, tout ce qu'on peut faire déjà avec le raisin et le bois, bon, il n'y a pas forcément besoin de finish pour l'instant, mais c'est vrai que des initiatives comme ça, il faut les soutenir. Encore une fois, c'est français, c'est important de soutenir et je suis curieux de goûter. Absolument. Donc voilà, Vagabond Spirit, et s'appelle Off-Road IC. Vieillissement IC. Enfin, on parle de high ester, là on est sur du IC. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Là, on change totalement de catégorie, on passe au hard tea. En fait, je sais pas si tu as suivi, mais il y a PepsiCo qui a lancé là tout récemment des Lipton Hard Iced Tea, donc des versions alcoolisées du Lipton Iced Tea qu'on connaît tous. Et bah, en fait, Coca-Cola, de son côté, visiblement ne veut pas leur laisser le terrain libre. Et en association avec Molson Coors, donc, avec qui ils bossent sur Topo Chico, notamment sur les hard seltzer, et bah, eux-mêmes, ils vont sortir une version Hard Iced Tea. Donc ça s'appelle le Peace Hard Tea et ça sortira ça en septembre. Ouais, j'ai été Voilà. hyper surpris des potentiels de croissance et la taille du marché qui était annoncé dans la Ouais. newsletter. Ça me Ouais. semble énorme. Je sais que par exemple, il y a Club Mate en Allemagne qui cartonne, qui est un peu, surtout qui se mélange avec de la vodka et tout ça. Donc il y a quand même des cocktails qui existent, mix thé, alcool. Mais j'étais surpris. C'était 25% de croissance attendue, un truc comme ça. Ouais, c'était assez fou et alors je crois pas l'avoir. Peut-être on l'a après. Faudra que Ouais. je vois dans le déroulé. Bon, après c'est les projections comme ça, c'est Ouais. bon. Quand on part de 1 enfin, ou de 0, il y a des croissances plus fortes aussi, mais c'est vrai que les attentes sont dingues sur un produit un peu étonnant. Mais Mm. pourquoi pas. Sur Ready to Drink, je sais pas si c'est hyper adapté au marché français. C'est un truc qui est très américain aussi. Depuis longtemps, ils ont les Jack Coca en rayon. J'ai habité à Londres aussi. Les pays Mm. anglo-saxons ont beaucoup plus l'habitude de ça. Euh, c'est Bah ici, le point bloquant, visiblement, c'est surtout une ouais, question de taxes. ouais. Voilà. Parce que J'entendais si tu Marc Bonneton vas. de Ouais, Cocorico qui voilà. expliquait cette taxe. Ouais, Mais ouais. écoute, ouais. Non, je trouve que Mm. le Ready to Drink tel que le fait Cocorico est hyper smart. Le côté B2B, il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre, c'est une réponse à un besoin, c'est bien exécuté. En direct to consumer, je suis moins client, donc j'arrive moins à me projeter, pour être honnête. Ouais. Mais bon, il y a tellement plus de choses US que, je sais pas, Ouais. c'est une rêve de plus, quoi. Donc voilà, donc Hard de Peace Artist, ça arrive en septembre si jamais vous voyagez aux États-Unis. Ensuite, bah tiens, c'était la une de la newsletter. Alors là, on passe côté produits dérivés, mais simplement Breaking Bad, donc les acteurs de Breaking Bad, plus exactement, Bryan Cranston et Aaron Paul ont une marque de mezcal qui s'appelle Dos Hombres. Et ils ont lancé une marque du merchandising, en fait, des joggings, des survêtements, des sweats capuches, un sac de sport, enfin toutes sortes de choses. Et en fait, l'idée derrière, c'est au-delà du côté fun, goodies et tout, c'est aussi toutes les recettes donc, seront réinvesties donc, pour construire des infrastructures à Oaxaca où ils sourcent leur mezcal. Mais voilà, donc petit merch. Je ne sais pas si tu fais du merch, toi, avec Armin, ou si On tu en fait, mais envisages, on mais. n'a pas vraiment le droit de le commercialiser. En France, ce qui est autorisé, c'est la verrerie et le matériel de bar. Ça pose deux sujets un peu de différence avec les US. Hein. C'est euh, d'une part la capacité à vendre. Alors, je ne sais pas si en France, on pourrait
pour une association vendre du merch, est-ce que ça serait toléré ou pas? Mais c'est vrai que dans la création d'une marque, ça fait partie des choses qui comptent, ce qui est à côté de la marque, au-delà du spiritueux en lui-même. Et l'autre question, c'est toutes les stars américaines qui ont aujourd'hui une marque. Alors, c'est beaucoup tequila et mezcal, hein, mais il y a une vraie traction là-dessus. Ça marche. C'est des volumes de dingue. C'est de Dwayne Johnson, la tequila, c'est incroyable en volume. Eux, Breaking Bad en mezcal, c'est énorme. Et c'est vrai qu'en France, les acteurs et personnalités sont plus frileuses pour s'associer à des marques. SCH l'a fait avec Fefe. Ouais. Il y a eu le rosé de José Garcia, mais c'est plus anecdotique, je pense. Mais c'est vrai que c'est à la fois dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas ce soutien potentiel qui pourrait ouvrir des marques vers un marché plus grand. Mais d'un autre côté, on a la loi E20 qui est quand même certes restrictive, mais importante aussi pour limiter les excès qu'il peut y avoir sur la consommation d'alcool. Donc, nous, on est dans cette démarche de consommer moins mais mieux. Je pense que c'est une lame de fond un peu générale. T'en parlais sur la génération dans une conférence sur le Nolo. C'est vrai que les jeunes consomment moins. Et c'est vrai qu'il y a un risque sanitaire. Il faut éduquer aussi. Couper toute la pub, non, mais éduquer le consommateur, c'est aussi hyper important. Moi, j'ai été de l'époque du binge drinking où on buvait de l'alcool pas terrible à outrance. Et c'est vrai que la mixologie, les solutions comme ça ouvre quand même. C'est presque de la gastronomie, donc c'est une éducation. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être qu'on est un peu moins entrepreneur, peut-être en France, sur ces sujets-là. Il y a un côté très business, très développé. Peut-être chez les sportifs, chez les acteurs anglo-saxons. Aux US, même les sportifs ont. Alors après, le sponsoring sportif est possible aux États-Unis. Chivas sponsorise la boxe. Enfin, il y a tout qui est possible. Donc, il y avait. C'est décomplexé. Il y avait Rémi Martin au Super Bowl. Il y a. Pour ceux qui suivent l'UFC, il y a Conor McGregor qui parle avec de son whisky toutes les 2 phrases. Enfin, voilà. Bref. Donc voilà, petit truc un peu fun comme ça. Ensuite, en parlant de mezcal, tequila aussi, c'est Campari Group qui a lancé une nouvelle tequila qui s'appelle Mayenda. Voilà, avec une jolie bouteille. Donc chez Campari, il y a une nouvelle tequila maintenant. Sachez-le. J'ai lu, ils ont fait une étiquette c'est celle-là l'étiquette en agave. Ouais, c'est avec les sous-produits de l'agave, donc l'étiquette, donc voilà, toujours avec ce petit côté, cette petite touche développement durable dans le développement du produit. C'est comme en France, tu as Avalène, les Calvados Avalène, sont faits par Coquerel, l'étiquette est faite à base de pulpe des pommes recyclées. Enfin, je sais pas c'est quoi le procédé exact, mais ils récupèrent tout, quoi. Donc voilà, Mayenda, nouvelle tequila chez Campari. Ensuite, on parlait de rhum qui voyage tout à l'heure. Il y a un autre whisky là que j'ai découvert qui s'appelle Proof and Wood, qui s'appelle The Globe. Et particularité, donc, c'est qu'en fait, ça a été distillé à partir de seigle polonais. Ça a été vieilli dans des fûts de chêne français. Ensuite, ça a été envoyé dans le Kentucky. Ça a été vieilli dans des fûts de Bourbon. Et enfin, ça a été transvasé dans des fûts de rhum jamaïcain, tout ça sur une période de 8 ans. Voilà. Et du coup, ça nous donne un whisky qui s'appelle The Globe, à juste titre. Oui, ça aurait pu l'appeler empreinte carbone. Voilà, là, on est vraiment à l'opposé, là, pour le coup. C'est fou, c'est pas du tout dans l'air du temps, quoi. Mais non, après, c'est sûr. Ça fait 8 ans, donc peut-être que l'idée de départ... mais voilà, bon. C'est sûr que ça sort du cadre de ce qu'on vient de se dire juste avant sur l'étiquette. Donc voilà, Proof and Wood, pardon. Ensuite, on reste aux États-Unis, on a Kings County qui a sorti une collab, donc ils font du bourbon, des whisky américains, et ils ont sorti une collab avec un torréfacteur qui s'appelle Parlor's Coffee, il me semble, et donc un assemblage en fait de café cold brew prêt à boire que Parlor Coffee fait, avec un assemblage de whisky. Donc voilà, des produits un peu toujours plus neufs, toujours plus inédits, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose que tu aimerais boire, toi, mais moi je trouve ça très full sympa. Café, hein.
Enfin, moi, les premières relations que j'ai eu vraiment, bon, à passer Kahlua et tout, ça a été patron de café où j'avais un peu halluciné du succès de ces shots qui étaient chargés en café. Il y a l'expresso martini qui explose en mixo. Il y a un Ouais. vrai retour. Algebra, tu l'as reçu la semaine dernière, qui est un produit un peu plus premium, enfin mieux exécuté, je pense, que moins sucré. Mais c'est Ouais. fou le retour, enfin la présence du café dans la conso. Vraiment une grosse place. Ouais, clairement, moi je l'observe, j'ai le sentiment. Moi j'avais développé une liqueur de café il y a maintenant 5 ans, même époque que Yves. Et quand je faisais mes benches à l'époque, littéralement il y avait 2 liqueurs de café en France, Ouais. enfin un peu plus quand même. Euh, si j'inclus tous les Marie Brizard, Védrenne et tout. Euh, mais voilà, il y avait que Mister Black, quoi. Et maintenant, t'as l'impression que tout le monde a une liqueur de café. On fait des assemblages avec du whisky, on fait vieillir en fût de mezcal, on fait assemblage avec du rhum. Enfin bref, Ouais. c'est dans tous les sens. Là, le choix ne manque pas. Ouais, après, nous, on n'est pas du tout contre, évidemment, c'est bien que tout le monde entreprenne et tente des trucs. Nous, la démarche autour d'Armin, c'est quand même se dire, au lieu d'éviter, enfin, on innove perpétuellement alors qu'on a des pépites du Hmm, terroir qui sont oubliées, c'est vrai. ou en tout cas qui sont sur le retour. Et Calva, l'Armagnac, enfin, il y en a plein d'autres vies. En France, on a une profondeur d'offres artisanales qui est dingue. Et donc, c'est vrai que rechercher perpétuellement à innover alors qu'on pourrait déjà s'occuper de ce qu'on a, c'est plus nous, cette démarche. Après, il y a des super produits qui en naissent et évidemment, on est personne pour juger de l'innovation, mais notre démarche, elle est aussi plus, on en avait un peu marre de l'innovation perpétuelle. Non, mais je suis bien d'accord. C'est comme quand tu vois les chiffres d'exportation du cognac, qui sont proches des 98%, Ouais. tu te dis waouh. Ouais. Et nous, on est tellement ignorants. Alors l'Armagnac, c'est encore un plus petit segment pour le coup. Mais effectivement, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. C'est bon de le rappeler. Ouais. Non, mais c'est fou quand on voit, nous, les dégustations, quand on fait notamment notre 10 ans, qu'on a vraiment travaillé sur la rondeur, la vanille, avec beaucoup de fût neuf pour apporter toutes ces saveurs. Bah, c'est sûr que les rhums remplis de sucre de l'autre bout du monde ou des innovations, alors que là, on a un produit sans ajout de sucre qui a 700 ans. C'est vrai que parfois, on Hmm. se dit, mais les gars, regardez, ça existe, on a des super produits. Mais bon, il y a de la place pour tout le monde, il faut que tout le monde puisse faire ce dont il a envie aussi. Hmm. Mais de toute façon, on va y venir un peu toute la démarche d'Armin tout à l'heure. Donc, comment tu comptes Ouais. rebooster la catégorie? Donc voilà pour Kings County. Ensuite, petite news RTD avec Whitebox. Donc ça, c'est une marque qui a été développée par des bartenders britanniques notamment, qui est distribuée en France par Edon Distribution et qui a lancé, donc c'est des petites canettes de cocktails prêtes à boire. Ils ont lancé un nouveau, là, c'est un Dirty Martini. Donc un martini, donc vodka, vermouth et un peu de saumure des olives vertes. Donc voilà, petit cocktail de plus dans leur catalogue. Et pour finir avec les news produits, il me semble, on a un petit soft aussi qui arrive, s'appelle Dreams. Et c'est développé, tiens, justement, je parlais de Edon Distribution juste avant, c'est développé par Cédric Canté et son épouse Elodie. Et il propose donc du tonic, un tonic pamplemousse et un soda pamplemousse, pardon, et une ginger beer. Et le tout est bio. Voilà. Donc, toujours plus d'offres aussi dans les mixeurs pour la mixologie. Il y a- C'est français du coup? Ouais. Ouais, 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 c'est français. C'est français. C'est fait vers Strasbourg, si Ok. je ne m'abuse. Ensuite, on passe aux news business sans transition. On va parler Absolute rapidement. Donc, il y a eu une news la semaine dernière, un peu plus tôt, comme quoi, en fait, depuis la fin d'année dernière, Absolute avait recommencé à distribuer en Russie. Voilà, donc l'info a été dévoilée, il me semble, par Just Drink il y a peut-être 2-3 semaines maintenant. Ça a fait un peu de bruit petit à petit, si bien qu'il y a même des politiques suédois, je crois même le Premier ministre suédois qui ont dit c'est pas cool, quoi. Des politiques qui se sont dit on va boycotter Absolute.
C'est allé plus loin, puisqu'il y a même, du coup, là, je lisais qu'il y avait une chaîne de restaurants suédois qui ne distribuait plus, qui ne servait Mm. plus les marques Jameson, Malibu, Absolut, enfin des marques de Pernod Ricard. Et ce qui s'est passé, c'est que Absolut a fait marche arrière, du coup, et a annoncé que ils arrêtaient de nouveau l'exportation vers la Russie avec juste un petit twist, c'est qu'apparemment, ça ne concerne que la marque Absolut. Ok. Euh, voilà, donc potentiellement, les autres marques de Pernod Ricard ne sont pas concernées par ce communiqué. Ouais, je trouve Euh, ça honnêtement hyper étonnant pour une marque comme Absolute, en plus qui développe depuis un moment une image hyper inclusive, hyper euh, c'est vrai. sociale. Enfin, ils sont vraiment à la pointe là-dessus. Ils dépensent des sommes incroyables. Je pense que le marché russe, j'ai pas les chiffres perso, hein, mais il y a beaucoup de vodka en Russie, donc c'est pas non plus le produit qui doit. Sans doute, ouais. euh, Enfin, j'ai pas les chiffres, donc ça, je sais pas, mais je trouve ça dingue pour une marque aussi grosse de faire une erreur de com. Pareil, Mm. ils avaient tellement plus à perdre qu'à gagner, je pense. Après, eux se défendent en disant que c'est de toute façon, il y a un marché parallèle et que Ouais. autant qu'ils défendent leurs équipes sur place. Je crois que c'est ça le Voilà, claim. c'est qu'apparemment, si tu. En fait, on peut considérer que tu es en train de te mettre en faillite intentionnelle et du coup, Mm. peut-être l'État russe se subtilise tes unités de prod. Je sais pas comment ça marche exactement. Non Euh, plus, mais bon, ils doivent pas et produire plus les là-bas. équipes, effectivement. Euh, Ils produisent, surtout quand leur nom c'est absolument clair. J'ai appris ça dans l'article, mais c'est un peu dommage. Et à une moindre échelle, enfin, quand on a lancé, on savait qu'il y avait des producteurs d'Armagnac qui étaient hyper exposés à la Russie, qui ont dû arrêter. Eux, c'est un vrai risque business parce que c'était une grosse partie, ils l'ont quand même fait. Absolute, bon, il y a ce risque potentiel qu'ils présentent, mais enfin, ils peuvent se permettre d'arrêter pendant le temps de Mm. l'embargo. Si des petites marques le font, ils se mettent vraiment à risque. Je trouve ça dommage. Enfin, je comprends pas le move. Ouais. C'est. Ouais, j'avoue Bon. que c'est. Bon, c'est assez obscur pour moi. Il y a clairement des choses qui m'échappent. Après, Voilà. on n'a pas. Enfin, encore une fois, j'ai pas les chiffres. On n'a peut-être pas tous les éléments de l'équation, hein. Ils l'ont bien fait pour une raison, mais Mm. voilà. C'est tellement. Enfin, la puissance de la com maintenant, les réseaux sociaux sur les trucs comme ça, la réaction hyper rapide du Premier ministre, qui sont obligés de se positionner et de reprendre l'actualité pour pas laisser passer le truc, sinon on peut leur reprocher. Ils sont Mm. obligés de tirer sur l'ambiance. C'est Ouais. obligatoire. Ils ont sans doute raison, hein, mais c'est une erreur de com assez importante. Et du coup, bah, un groupe scandinave qui s'appelle Anora, lui, à peu près au même moment, juste avant même, Ah, c'était avant. ouais, c'était juste avant, il me semble, la semaine avant, eux, visiblement, ils avaient beaucoup, probablement à cause de tout ce qui se passait en Suède là-dessus, ils ont dû avoir beaucoup de demandes à ce sujet qui leur demandaient, et vous, vous le faites pas, enfin. Et ils ont sorti donc un communiqué pour dire non, non, Anora, depuis février 2022, on a arrêté totalement la distribution en Russie et on le réaffirme, quoi. Ouais. Ils Donc on voit surfent que sur ça le buzz fait, tranquillement, quoi. voilà, ça fait des petites vagues à côté aussi. Mm. Donc voilà, pour le petit volet russe de la newsletter. Ensuite, petite news sur l'Écosse. Alors, en Écosse, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais il y avait une consultation jusqu'au 9 mars pour un peu durcir les règles sur le marketing de l'alcool. Et ça allait assez loin, hein, puisque c'était limite à interdire d'avoir des sites web sur l'alcool, interdire d'avoir de la pub dans les magazines, dans la presse, évidemment dans les lieux publics, comme on peut nous avoir sur des abribus. Enfin, en gros, ça allait beaucoup plus loin que même notre loi E20. Euh, bon, après, des choses auxquelles nous, on est plus habitués, mais pas de Mm. sponsoring sportif, pas de sponsoring d'événements. Voilà, donc il y avait une consultation jusqu'au 9 mars, et là, depuis fin mars, il y a un nouveau Premier ministre en Écosse qui a un peu pris en compte toutes les plaintes des producteurs, évidemment, et qui a dit en gros à ses fonctionnaires, bah, recommencez le boulot, quoi, et faites de nouvelles propositions, plus en consultation avec les producteurs, justement. Donc voilà, bon, un sujet qui court, Ouais. Bah, dans les mais deux voilà. sens, l'excès est pas bon, c'est toujours pareil. C'est que tout interdire et empêcher les artisans
de récolter le fruit de leur travail parce qu'il faut quand même communiquer pour pouvoir. Nous, on n'est pas producteurs, donc on est les premiers à mettre en avant le travail de producteur. Et c'est vrai qu'on a quand même besoin de communiquer un petit peu. Mm. L'excès que peuvent connaître certains pays où tout est autorisé, c'est pas bon, mais tout interdire, ça, c'est pas la solution. C'est jamais. Ouais, c'est d'autant plus, moi je trouve notable, c'est que quand ils pensent, nous en France avec la loi Evin, on a une des lois les plus restrictives sur le sujet, alors que justement on a le champagne, on a le vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne, on a le cognac, l'armagnac, le calvados, on a toute cette culture et en même temps on a les lois peut-être parmi les plus restrictives d'Europe. Et là tu vois que l'Écosse réfléchit à ce genre de choses alors que Mm. ils exportent à gogo du whisky écossais. Nous, en France, on en boit énormément pour le coup. Et du coup, je trouve ça d'autant plus ironique et notable quoi, que Ouais, c'est ces sûr. démarches viennent de ces pays-là. Quoi. Euh, Mais il y a donc voilà. certains pays, nous on le voit, on exporte maintenant un peu au Canada, où ils demandent vachement d'informations sur les bouteilles, rajouter des stickers. En Amérique du Sud, ils commencent à parler à un truc assez proche des paquets de cigarettes. Oui. Donc quand même, il y a un vrai défi qui va se présenter. Moi, je suis quand même plus partisan de la pédagogie que la restriction. Après, ça a fait ses preuves pour la cigarette. Il y a quand même un côté beaucoup plus culturel sur les spiritueux, les vins et spiritueux. Ouais. C'est un savoir-faire, surtout en France et dans plein de pays, il y a un côté culturel. Bon, on peut pas tout détruire non plus sous prétexte de l'ultra-consommation. On peut aussi être plus pédagogue, apprendre aux jeunes à l'école. Il y a plein de choses qui, si on passait par l'éducation, ça marcherait quand même un peu mieux, je pense. Mm. Claro. Enfin voilà. En tout cas, ils vont replancher dessus et puis on verra, ça sera quoi la deuxième mouture s'il y en a une. Ils mettront des taxes plus fortes, parce que vu le contexte, c'est un peu ce qui tombe à chaque fois. Mais... En tout cas, dans la suite des news business un peu, on a The Guardian maintenant qui a, je sais pas si tu t'intéresses un peu, il y a quelque chose qui se développe vachement, c'est l'investissement dans des fûts. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, ok, est-ce qu'on acheter des fûts carrément, à spéculer là-dessus. Simplement, donc le Guardian, pour le signaler, qui a publié un article un peu pour un peu faire un reality check, je dirais, sur le sujet et mettre en garde sur quelques bonnes pratiques, hein, parce que quand vous achetez un fût, finalement, qu'est-ce qui prouve que vous en êtes bien le propriétaire? Qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez acheté est bien dans le fût ou qu'il existe tout simplement? Donc voilà, plein de petits tips comme ça, et puis aussi se poser la question, finalement, t'achètes un fût, ça veut pas dire qu'il va prendre de la valeur, hein, ça c'est absolument pas acquis déjà. Et aussi prendre en compte que le jour où tu le récupères et que tu veux le mettre en bouteille, mettre en bouteille, ça a aussi un coût qui peut gréver ton retour sur investissement, évidemment. Donc voilà, petit article dans le Guardian. La ref est évidemment dans la newsletter, hein, pour ceux qui voudraient checker ça plus en détail. Mais ouais, c'est fou d'une part parce que dès qu'il y a dès qu'il y a des trucs comme ça, il y a spéculation et donc il y a des arnaques qui fleurissent. Hein. Il y a quand même un marché énorme là-dessus. Mais nous, on a même des demandes pour les fûts vides. D'accord. Il y a un énorme marché quand même du fût. Alors nous, on est encore une fois pas producteurs, mais nos producteurs travaillent avec un mec qui s'appelle Gilles Bartolomo, qui est le dernier artisan de tonnelier de la région, qui fait que des pièces à la main. C'est de l'orfèvrerie. Donc, c'est vrai que pour faire des finishes de whisky ou autre, c'est dingue. Et c'est vrai qu'il y a un marché à la fois du fût, avec la pénurie à venir en plus du chêne, c'est de plus en plus de demandes, mais aussi des fûts pleins parce qu'il y a eu des records de vente et que les gens imaginent tout de suite qu'ils ont un potentiel pépite entre les mains et que ça vaudra des millions plus tard. Et évidemment, il y a des gens qui s'engouffrent dans la brèche en faisant une offre pléthorique. Hmm. Ouais. En tout cas, ouais, moi je saurais pas quoi dire, mais à part si vous avez les moyens de vous payer un fût de Ardbeg ou de Macallan, Ouais. encore, je pense que rien n'est sûr, hein, C'est dans c'est ce un... domaine-là. Ouais, il y a eu cette mode du NFT qui était un peu semblable. Ils ont fait même des NFT de fûts. On achetait Ouais. des partitions. Dès qu'il y a un peu un potentiel business, il y a de l'offre qui se crée et il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, donc ça se passe chez The Guardian. Ensuite, tiens, je te propose que justement, on parle d'investissement et de beaux produits. Parlons d'Armin, tiens.
justement, Belle qui transition. a, voilà, je pense à ça parce que il y a quelques mois de cela, en fin d'année, il me semble, vous avez donc lancé une levée de fonds, justement, Ouais, pour exactement. permettre aux gens d'investir dans la marque. Exactement. Donc le point de départ de la marque, c'est que bon, c'était un peu le fil d'Ariane depuis le début, c'est de se dire qu'on a une pépite du terroir qui est un vrai, qui est la quintessence du savoir-faire et qui malheureusement, il y a une partie des consommateurs qui ne connaissent pas ou qui ne se retrouvent pas dans l'image potentiellement un peu rustique que peut avoir ce Mhm. produit. Alors on s'est dit en modernisant l'image, parce qu'on goûte d'abord avec les yeux, la communication, les moments, les modes de consommation et aussi les assemblages, on pouvait ramener de nouvelles personnes vers l'Armagnac. On ne dit pas du tout que ce qui est fait actuellement n'était pas bien fait. Il y a des trucs sublimes. En goût, parfois, un millésime d'Armagnac, pour nous, c'est plus de la gastronomie. Il faut un peu se former, il faut apprendre pour pouvoir le déguster et découvrir toutes les saveurs. Mais les gens en ont parfois une image tellement c'est fort que ils Mhm. se braquent. Donc il fallait travailler des assemblages beaucoup plus accessibles, beaucoup plus sur la rondeur pour amener de nouvelles personnes dans cette catégorie. Tu parlais du cognac. Hein. Le cognac, c'est 250 millions de bouteilles. L'Armagnac, on est entre 3 et 4 millions de bouteilles. C'est le même ratio Ouais. qu'il y avait entre la tequila et le mezcal, Donc c'est qui est un... 1%, quoi, Ouais, un peu plus, 1 à exactement. 2%. Et on fait souvent le parallèle avec la tequila et le mezcal, où aux US, à l'export, il y a le cognac et la tequila qui sont des mastodontes, des énormes brise-glaces, et qui peuvent apporter un coup de projecteur sur leur cousin. Alors l'Armagnac est plus ancien que le cognac en plus, hein, mais qui a une palette aromatique peut-être plus large, une image un peu plus craft, une façon plus artisanale. Et donc ce sont des formidables locomotives. Mais ça passait par cette modernisation un peu de l'image, de l'approche, aller un peu reprendre les codes de ce qui existait pour Mhm. faire encore une fois redécouvrir le travail d'artisan de dingue, que ce soit les tonneliers, les maîtres de chez, les vignerons, parce que c'est du raisin. Hein. Ouais. Nous, on s'est donné pour mission de le faire savoir en créant cette marque qui rajeunit un peu les codes euh, de l'offre qui existait. Mais on dit souvent donc, qu'on est complémentaire de l'offre existante parce qu'on amène de nouvelles personnes vers l'Armagnac. On ne va pas aller chercher les connaisseurs, même si nos produits sont excellents. Mais c'est vrai que notre travail de rupture, c'est aussi pour amener une nouvelle population vers cette catégorie. Ouais, c'est ce que j'introduisais un peu au début. Je parlais d'iconoclaste sur d'autres choses, enfin sur la bouteille en inox. Et moi, je sais que c'est un truc, je suis très sensible à ça. Comment on casse les codes dans la com. Moi, j'aime beaucoup votre compte Instagram qui est très frais, très coloré, enfin, c'est clairement pas poussiéreux, quoi. Euh, et le côté, ouais, on va pousser le cocktail notamment. Mm. C'est plus juste un truc qu'on boit en digelot comme ça et qui te brûle Ouais, la bouche ou quoi. Ça va être un autre moment de consommation, un autre mode de consommation. Enfin, tout est très moderne. Enfin, ouais, non, c'est un de nos peut-être. paris, c'est de dire qu'on est passé un peu d'un marketing où avant on se valorisait par le prix, qui Ouais. atteint son paroxysme avec le bling. On a tous en tête les Hmm. images des bouteilles, pas possible. Maintenant, on trouve qu'on se valorise beaucoup plus par le savoir. Et l'Armagnac est un super outil pour ça. Amener une bouteille d'Armine à un apéro, c'est parler de l'Armagnac, c'est parler de 700 ans d'histoire. Il y a l'étymologie du nom. Armine, c'est l'étymologie du mot Armagnac. On a une histoire à raconter. Et c'est vrai que ce soit le consommateur, le barman ou le caviste, le caviste, pour prendre ce dernier exemple, aujourd'hui, il y a une concurrence de dingue chez Cavis. Ils ont un métier qui est hyper compliqué. Ils sont concurrencés par le web, par les supermarchés. Les espaces Cavis, maintenant, chez Monoprix, ils ont des petites pépites, des trucs. On leur donne un outil aussi pour offrir à leurs consommateurs qui sont en attente de nouveautés, un outil pour pouvoir leur proposer quelque chose de différent. Et tu parlais de la Mixo, il y a un produit qui est dingue, qui est la Blanche d'Armagnac, qui est une AOC depuis Mhm. 2005, qui est une super alternative au Pisco. Ça, c'est un produit que les barman et les mixologues adorent retravailler. C'est français, c'est sur un fruit de dingue, c'est d'une finesse rare. Bah, tout, en fait, ça a vraiment toutes les cases de ce que recherche pro et particulier. Il faut le faire savoir. Et on voit notre grosse bouteille de 3 litres.
qui est là. Elle on l'a lancée parce Oula. que, ouais, on l'a Elle lancée est parce que balèze. il y a un retour de la néobrasserie, il y a un vrai, là, c'est ce que font la Chartreuse dans plein de brasseries, dans des bouchons partout. C'est ce gros volume qui est sympathique, qui est convivial, où on va servir plusieurs verres, où il va se passer un peu un rituel de service. Et bah, c'est vrai que les gens redécouvrent l'Armagnac grâce à ces petits trucs qu'on co-construit avec les pros qui nous laissent la chance de montrer que oui, l'Armagnac, il peut y avoir la rotation. L'Armagnac, ça peut être frais, ça peut être bu en terrasse, et c'est pas cantonné au cigare au coin du feu en parlant chasse, quoi, pour Non, mais caricaturer un peu. c'est Et ça dénote vraiment et ça. Ah ouais, ouais, non, ça dénote vraiment. Alors c'est peut-être là où, pour moi, ça se distingue de ta, comparaison avec le mezcal. C'est que le mezcal, quand même, cultive toujours ce côté très rustique. mm, Euh, j'ai pas, et c'est moins moderne quand même, quoi. c'est un peu, ça dépend, en fait, le mezcal, c'est pareil. Je ne saurais pas dire combien de marques de mezcal sont lancées, mais quand tu vois les deux gars de Breaking Bad, leur mezcal, il est plus très. Alors, il garde quand même sa griffe Hmm. artisanale dans la façon, dans l'explication, dans la pédagogie, mais ça, clairement, il s'adresse à une clientèle plus jeune qui aime les cocktails et la mixo. Donc voilà, tu parlais en intro de notre levée de fonds. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a voulu faire une levée de fonds participative. C'est que il y avait une demande des consommateurs, des pros de participer à l'aventure. Nous, notre credo, c'est que la proximité, c'est ce qui est le plus important. Edouard et Edgar ont été formés, mes deux associés, à l'école Ricard, où c'était fais-toi un ami par jour. Et c'est vrai qu'il faut être sur le terrain. Il faut donner les clés aux consommateurs, aux pros, pour parler de ce produit qui fait parfois peur. C'est la réalité. On était au salon du barbecue, pas le week-end dernier, mais le Ouais, week-end ouais, il y d'avant. a 2 semaines, ouais. On aime être sur des salons où on n'est pas attendu. Ça a porté ses fruits, hein. Ça a été un succès. On a vendu des centaines de bouteilles. On a fait redécouvrir à plein de gens. La plupart, on avait une image: ah non, j'aime pas. Mais vous avez déjà Hmm. goûté? Non, jamais. Bah, c'est et c'est dommage parfois de limiter une catégorie à une expérience gustative qu'on a pu avoir parfois avec un premier prix d'un supermarché ou une bouteille ouverte depuis 40 ans qui avait pu tourner, parce que c'est un peu le retour qu'on avait. Et alors que le mezcal, c'est comme se limiter à un mezcal bas de gamme qui va avoir un goût très tourbé, parfois trop fort. En fait, il y en a plein de mezcals différents. Il y en a qui vont être fruités, fleuris. C'est pareil avec l'Armagnac. Il y a un travail de dingue qui est fait par les artisans qui le réalisent. Il faut laisser sa chance au produit, il faut se laisser séduire et redécouvrir ce plus ancien spiritueux qui a vraiment une palette aromatique hallucinante. Et nous, c'est ce qu'on s'est donné. Et là, une l'objectif de la levée, c'est renforcer nos équipes, parce que on fait la plupart de notre distribution en direct. Mhm. On va ouvrir tous les comptes à la main. On forme les barman, les cavistes pour qu'ils puissent parler du produit, pour qu'ils sachent s'en servir. On leur donne les clés pour qu'il y ait de la rotation, parce que c'est la clé dans ce business-là. C'est pas tellement de vendre, c'est de revendre. C'est que Ouais, on prouve par les faits que achat ça répété. fonctionne. Et parce que vendre une fois, être en back bar, c'est très sympa pour l'ego, mais c'est pas ça qui fait tourner la machine. Et c'est l'export qui reste la clé. Il y a quand même, finalement, la France est presque le marché le plus compliqué parce qu'il y a cette image d'Épinal, alors qu'à l'export, l'excellence française est hyper reconnue. Le cognac a fait ses preuves. Alors après, faut pas être candide, hein. Aux US qui cartonnent, c'est NC. Chez le cognac, c'est des marques qui marchent très Ouais, ouais. fort, plus qu'une catégorie. Donc il faut, mais vu les objectifs qu'on a, on est loin des 250 millions d'objectifs. On peut déjà faire un truc très sympa à des volumes moindres. Et il y a une demande. En Corée, c'est dingue. Le savoir-faire français est super reconnu. Et donc tout ça, ça passe par, on va faire évoluer un peu la gamme, les assemblages, la bouteille aussi. C'était Aujourd'hui, super. t'as quoi? T'as quoi? T'as un 6 ans, un 10 ans? Il y a un 20 ans qui est sorti en édition limitée, c'est ça? Et du coup, tu vas encore Exactement. développer d'autres. La blanche aussi, blanche qui fait on marche toujours par test en fait. On commence, on fait des petits batchs.
et on voit si ça fonctionne, avec un cœur de gamme qui reste le 6 et le 10. Mais c'est vrai que on voit de plus en plus de la mixo. Donc on challenge toujours notre gamme. Est-ce que le 6 ans, est-ce qu'on pourrait faire un 2 ans qui pourrait marcher plus? Est-ce que la blanche, est-ce qu'on reste sur un 100% Baco? Est-ce que le 20 ans en édition limitée, on sort un 18 ans parce que le 8 est fort en Chine? Voilà, on est tout le temps en train de challenger ce qu'on a D'accord. euh, avec les retours et les attentes consommateurs. Un des points là qui va changer, ça va être, je pense, la bouteille, parce que le retour que l'on a souvent, c'est qu'elle est lourde et qu'en barre, parfois, c'est une vraie problématique. Les US sont hyper à la recherche de bouteilles qui vont être en verre recyclé, qui vont avoir des poids limités. C'est vraiment un argument maintenant de vente. C'est moins cher à transporter aussi. Exactement. C'est toujours, je pense qu'il y a toujours une réalité économique qui permet de déclencher des pulsions écologiques. Et heureusement, c'est aujourd'hui, c'est le coût de transport qui fait que les gens disent qu'ils veulent avoir des bouteilles plus légères. Donc tant mieux. Tant mieux. Nous, c'est une conviction qu'on avait aussi. L'Armagnac est durable intrinsèquement par les cépages utilisés, par la façon de distiller. Il faut continuer dans cette voie, rester local et essayer le plus possible de répondre aux attentes des consos. Et pourquoi pas retourner un peu vers le craft. C'est ce qu'on a fait un peu plus avec le 20 ans, qui est un peu plus premium. Donc voilà, c'est vraiment un animal qui évolue perpétuellement avec les retours consommateurs. On est encore petit, on a cette chance, cette agilité qui nous permet de pouvoir faire évoluer le produit. Mais parce que le risque, c'est de faire en chambre et de croire qu'on a tout compris et de ne pas prendre les retours. Et je pense qu'un bon produit, il est voué à évoluer parce que sinon, nous, on préfère l'innovation incrémentale que l'innovation de rupture. C'est Oui, toujours c'est de améliorer. l'itération. Voilà, exactement. C'est itérer qui est la clé, je pense, pour trouver son market fit parfait, plutôt que d'attendre et d'espérer. Ouais, mais c'est super intéressant. Mais ce qui ressort aussi là de ce que tu dis, et que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, le marché français est assez. Tu vois, on en parlait juste avant. Les gens ont tendance à peut-être croire que l'herbe est plus verte ailleurs, aller checker des inos à droite, à gauche, aller importer du whisky écossais et tout, alors qu'on fait aussi des choses en France Ouais. dont on est très ignorant finalement. Euh, Moi, Quand je tu sais vois la que. qualité des eaux de vie Brana, par exemple, c'est Ouais. superbe. Enfin, il y a nombre d'eau de vie en France, c'est dingue. Et en tout cas, c'est très cool de mettre en lumière ça, parce que c'est effectivement, des fois, t'hallucines, c'est que tu vas t'ouvrir le marché sud-coréen et t'arrives même pas à vendre à ton caviste local, quoi. Et, Exactement. au final, Exactement. tu te retrouves à vendre à l'autre bout du monde, alors que t'aimerais juste séduire ton voisin déjà, de manière T'as tout plus. résumé, c'est le cas parfait. T'as un caviste pas loin du bureau, le mec nous dit non, l'armagnac, c'est pas possible. Et t'as les Coréens qui disent c'est dingue, redécouvrir un truc comme ça, mais comment c'est possible qu'on connaisse pas? Il faut, il faut tout tester. Mais je pense qu'il y a un vrai travail et l'interprofessionnel de l'Armagnac fait un bon travail là-dessus. Ah, le Euh, BNIA. ouais, exactement. Que ce soit le président Jérôme Delors ou Olivier Goujon ou Maëva Lacom, il y a un super plan, ils sont de plus en plus présents sur les salons. C'est évidemment un mouvement qui doit passer par la catégorie. On ne peut pas se battre seul. Et en fait, il y a vraiment une envie de leur part aussi de suivre ça, de suivre la mixologie, de suivre l'export. Il y a eu des arrivées. Il y a Alexander Stein qui avait créé Monkey 47 qui est venu. Il y a un Indo-américain qui s'appelle Bacta qui a lancé aussi, qui avait créé Ah oui, Whistle Pig, qui a ouais. récupéré un Armagnac. Et c'est vrai que c'est des mecs qui ont des puissances de frappe, de com, de dingue. Donc ça peut être que bon pour la catégorie. Et après, il faut avoir assumé sa plateforme de marque, son positionnement. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour ce produit parce que honnêtement, le retour au local, à l'artisanat, au cahier des charges, c'est un truc qui parle à tout le monde. Écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Mais moi, en tout cas, je suis épaté. Je vois que je pensais, enfin, tu vois, la levée de fonds, on voit que ça fonctionne. Enfin, qu'il y a vraiment un enthousiasme. Je vois que la com, elle est très cool autour.
Donc non, Merci. non, je trouve ça très sympa et ça me fait penser, tu vois, c'est comme dans le cognac, il y a un petit mouvement là qui s'appelle la Nouvelle Vague qui s'est créé il y a quelques mois, Donc qui Calvados pareil aussi. voilà, qui cherche à séduire justement le marché local avec autre chose que des machines de guerre comme NC et tout. Mm. Euh, donc non, non, je vois il y a quelque chose. Enfin, j'ai le sentiment. Après, peut-être que sur le côté à l'export et tout, j'imagine, ça se trouve, les Coréens, eux, se plaignent que les Coréens boivent pas leurs Ouais, trucs ouais. locaux et qu'ils importent de l'Armagnac français ou du cognac. Mais Ça se trouve, il y a le même problème partout, en fait. il y a un peu quand même j'ai plus le mot exact, mais il y a l'exception française qui est assez dingue, hein. Ouais. L'image du luxe, de l'artisanat est dingue dans le monde. Et c'est vrai qu'au Japon, un de mes associés revient du Japon. Bah ouais, un produit français, c'est un bon produit. Mm. C'est comme ça. On a un gage de savoir-faire et de confiance du luxe, de l'artisanat qui est reconnu mondialement. Et ben, il faut en profiter pour le mettre en lumière. Parce que c'est à force de croire que les choses peuvent rester, c'est quand même il y a une réalité économique. Et l'Armagnac a converti une partie de ses vignes, enfin une grande partie de ses vignes en vin. Mm. Bah, c'est parce qu'ils vendaient pas assez. Le cognac, ils n'ont pas eu le choix, mais faut pas oublier quand même qu'il y a enfin, on peut perdre des vocations qui font que bah, le savoir-faire pourrait se perdre au bout d'un moment. On voyait Gilles Bartholomew, il avait des difficultés à trouver quelqu'un pour reprendre la tonnellerie artisanale. Trouver des vocations s'il n'y a pas une traction, si on ne se dit pas que le produit est cool, bah, c'est vrai que les gens peuvent se détacher de ça et aller vers de l'innovation perpétuelle et c'est dommage. Mais en tout cas, à suivre. Et pour ceux qui s'intéressent au sujet, il y aura des communications dans le futur là, sur justement Ouais, les résultats de la levée de fonds et tout. Donc à suivre. exactement. Là, on est en Et closing, comme nu- on dit. Ça fait beaucoup ok. d'anglicisme, mais alors qu'on parle du savoir-faire français, mais c'est Mais écoute, pas en tout cas, encore. sans nul doute, ça sera à suivre dans Distill News. Exactement. Abonnez-vous. Je te propose qu'on reprenne le cours de la newsletter. On va parler de producteurs, justement, avec des choses un peu funky encore. Avec OH Ingram River Aged, qui, comme son nom le laisse deviner, fait des choses vieillies sur la rivière Mississippi, pour le coup. Donc voilà, il y a d'autres types de vieillissement qui se Mm. développent, et notamment celui-ci. Et donc, ils s'étendent et ils doublent leur capacité de vieillissement sur des chais flottants sur la rivière Mississippi. Donc, ils passent à 6000 fûts. Donc voilà, nous en France, on a la barge 166 de, de Maison-Ferrand à Ouais, Issy-les-Moulineaux. Aux US, ils ont des trucs énormes, visiblement, ouais, aussi. c'est bah, l'américaine. Exactement. Si on reste sur le sujet un peu de toutes ces expansions, il y a Ian MacLeod qui a lancé un projet pour 9 entrepôts pour justement stocker toujours plus de whisky de chez Rosebank, de chez Tamdu, et j'en oublie. Donc voilà, il y a tout le temps aussi, chaque semaine, des nouveautés Mm. dans les expansions, quoi. On voit que le business est florissant, que ce soit aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, etc. On a également, Bushmills, qui a également inauguré une nouvelle distillerie à 37 millions de pounds et qui, pareil, lui permet de doubler ses capacités de production. Euh, Côté français, en Martinique, on a distillerie A1710 qui, pareil, a accueilli un nouvel alambic et est en train de reconstruire son chai, pareil, avec le chiffre clé, c'est doubler en fait, pour doubler Ouais. sa production. Voilà, donc on voit que ça bouge un peu partout. Voilà pour le côté distillerie. Et là, sans transition, on passe Ouais. à un tout autre truc avec la Scotch Malt Whisky Society qui a fait récemment un pairing assez original puisqu'ils ont fait une dégustation associée de whisky associé avec des insectes. Voilà, je t'avoue, donc notamment il y avait des vers, il y avait des sauterelles ou des criquets et même des scorpions.
Je ne sais Ouais, pas si c'est... je crois que c'est un petit Si goût de tu étais... cacahuète, paraît-il. Ouais, exactement, ou de pretzel, là, il parle sur le scorpion. Donc voilà, Scotch Malt Whisky Society qui a fait ça. Donc en gros, là, ils fêtent leurs 40 ans et ils organisent tout plein de choses en ce moment. Si tu étais invité à un événement comme ça, tu irais ou, ou ça Ouais, te ouais, dégoûte? pourquoi pas. Ça fait très longtemps qu'on dit que c'est l'avenir de, de, La de, food? de la nourriture. Il y a des boîtes comme Insect qui le font déjà pour les animaux. Je me souviens plus, là, je regardais, mais la proportion de gens sur Terre qui se nourrissent déjà d'insectes. Insectes. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? C'est un bon coup de com'. Il faudrait qu'on trouve ce qu'on pourrait mettre dans. C'était un peu comme le verre dans le mezcal, Ouais. la légende de ça, mais bon, pourquoi pas? Voilà, bon là c'est vraiment à grignoter quoi. Moi j'avoue que je suis pas très séduit moi par tout ça, je ne sais pas. Si vous m'invitez à un événement comme ça, je ne sais pas si je viendrai volontiers. Voilà. Bon, à suivre, peut-être un jour. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si l'Armagnac s'associe bien avec tout ça, mais peut-être Il y a une pas piste à de- explorer pour TRP un jour ou quoi. Bah, maintenant que ça a été fait, c'est un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Ah tiens, Casque Cher. Donc Casque Cher qui fait des embouteillages de fûts un peu prestigieux, a fait un embouteillage d'un whisky et apparemment il ne pouvait pas communiquer Ouais. sur la provenance du fût. Euh, et ils se sont associés avec une espèce de Google Maps qui s'appelle What Free Words, qui en fait associe chaque point sur la map monde à 3 mots. Et en fait, du coup, ils ont communiqué sur les 3 mots en question. Et quand on regarde les 3 mots dans l'application, et ben en fait, on découvre que ça correspond à la localisation de Ardbeg. Donc en fait, ils ont détourné je sais pas, cette interdiction de communiquer sur la provenance par ce biais-là. Donc je sais pas, Est-ce que est-ce c'est. que ça compte? Ouais. Est-ce que c'est C'est un peu, organisé? ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà, bon, on voit on manque pas de, Ouais. d'inventivité pour contourner quand il faut. Voilà, What Free Worlds, peut-être que d'autres le feront quand ils ont des fûts de grands crus et qu'ils n'ont pas le droit de le Ouais. dire à suivre. Ensuite, petite news branding, bah tiens, on parlait de la marque Armin. Il y a Ricard, bah tiens, en plus tu disais que tes associés ont été Mm. élevés au Ricard, quelque part. Ricard a dévoilé un nouveau logo. Donc là, pour ceux qui regardent en vidéo, je suis en train de montrer un ancien et le nouveau. Donc voilà, depuis donc 2023. Voilà, donc Ricard qui fête ses 91 ans du coup cette année avec un nouveau logo. Bah, très dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Ouais. Très flat. Mais c'est joli. Euh, Bien exécuté. donc voilà, évidemment, vous avez la source en description si jamais vous nous écoutez en audio et que vous voulez voir ça. Ensuite, on enquille avec petite news tendance avec Monin. Donc Monin qui a sorti un rapport. Alors il y a quoi? Il y a 43 slides, l'air de rien, dans ce rapport. Et toujours pareil, disneynews.fr, vous aurez le PDF si jamais vous voulez regarder ça en détail. Donc pas mal de data évidemment sur les sirops, sur le marché des sirops. Mais à la fin, il y a 3 slides sur des tendances cocktails que voit arriver notamment pour cet été avec toujours plus de cocktails d'inspiration mexicaine avec le Paloma qui serait probablement le nouveau must-have sur n'importe quel menu de cocktail. On a également les slushies, tout ce qui est frozen drinks. Bon, là, on va dire, si c'est l'été, c'est moins surprenant. Et après, une troisième tendance qu'ils décrivent pour cet été également, c'est davantage de milk punch. Donc tous ces cocktails clarifiés avec du lait et du jus de citron qui fait cailler. Enfin bref, c'est toute une technique. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu es amateur de milk punch d'ailleurs, mais À l'Armine. à l'Armine, ouais, évidemment. Donc voilà, vous avez le rapport complet en description dans la newsletter. Toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On reste dans le cocktail avec Danico. Je ne sais pas si Armin est chez Danico, mais en tout cas, Alambic Magazine a sorti un article sur le nouveau menu du Danico qui s'appelle Explorer, qui est en fait une série de plusieurs menus qui vont être
déclinés dans le temps. Le premier, c'est sur l'Indonésie. Et ma foi, c'est très original. On parlait d'insectes avant, mais eux, ils font. Alors, il n'y a pas d'insectes a priori, mais c'est des recettes assez toujours plus originales les unes que les autres. Avec quoi? Avec de la gelée de riz, avec de la patate douce, avec des infusions au beurre de cacahuète, etc., etc. Donc, si vous vous intéressez au cocktail, vous pouvez checker ça chez Alambic Magazine. Voilà, je sais pas, t'es friand Non, de je trouve cocktail qu'ils ont. Je au-delà sais pas des si toute toniques et tout? l'équipe a voyagé pour aller faire découvrir les saveurs, mais c'est un A bon team building. priori, alors peut-être pas toute l'équipe, je ne sais pas, mais ouais, ils sont allés à Bali normalement pour voilà. Mais clairement, oui, niveau team building, c'est pas mal. Je crois que il y a un prochain menu, ça sera sur le Mexique et tout, Voilà, donc pas mal. Ils peuvent venir en Gascogne, hein, c'est bon loin. c'est bon alors effectivement. Ils feront des cocktails au cassoulet peut-être, je ne sais pas. Enfin voilà. Next, qu'est-ce qu'on a de beau? Tiens, je sais pas si tu suis tout ce qui est intelligence artificielle en ce moment, ChatGPT, mais maintenant il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une news un peu liée à ça dans l'univers du cocktail. Et dernière en date là que j'ai vu passer, c'est un bar à San Francisco qui s'appelle le Raven, je crois, qui a sorti un cocktail développé par ChatGPT. Donc voilà, le cocktail n'est pas aussi fou que ce Ouais. qu'on a vu juste avant avec Danico, mais voilà, simplement pour dire qu'il y a un côté très mainstream maintenant de mettre un truc fait par l'IA dans son menu. Ouais. Ouais, je sais Moi, pas, je- est-ce que l'IA va révolutionner la méthode de l'Armagnac ou quoi, mais Non, moi je l'utilise pas mal, mais ChatGPT, mais plus comme un outil ouais. pour des résumés des réunions, pour préparer des messages, des posts, des choses comme ça. Après, de là, enfin, pour moi, c'est plus un assistant que celui qui doit définir et avoir la créativité. Pareil Mhm. pour Midjourney. Midjourney, il faut arriver à l'utiliser pour arriver à faire quelque chose de bien. On peut pas encore incruster nos produits. Il faut faire une petite étape C'est vrai. Photoshop pour les utiliser. Je pense que c'est important de s'y former. C'est important de savoir ce qui se fait. De là à penser que la créativité, heureusement, je pense que c'est quelque chose qui restera un peu de notre côté pour un moment. Mais faut apprendre à l'utiliser et c'est un bon outil. Un bon outil de brainstorming, moi, je trouve, Exactement. notamment. Mais effectivement, faut repasser derrière encore, mais bon, ça ne fait que s'améliorer, a priori. Donc voilà, petit, petit interlude de ChatGPT. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, on reste dans le bar, toujours avec le Hellfest. Je ne sais pas si tu suis le Hellfest, mais en tout cas, moi qui y vais depuis Ouais. des années, l'offre bar est chaque année de mieux en mieux, de plus en plus riche, de plus en plus sophistiqué. Hein. C'est pas Ouais, que des pintes de crocs, quoi, en gros, le ouais. Hellfest. C'est beaucoup plus riche que ça. Et donc là, cette année, visiblement, ils innovent avec un Hellcraft Bar sur la zone qui est juste avant le festival, avec pas mal de marques locales, visiblement, qui seront mises en avant. Enfin, en tout cas, à suivre. Et pour info, j'aurai Marjorie dans le podcast juste après le Hellfest, donc on pourra Ah bah, débriefer tout ça. on est censé se Ça voir risque bientôt d'être. avec Marjorie. Donc. Ah oui? Ah bah. Et notre Euh, petit coq qui monte ses fesses a toute sa place, je pense, à une prochaine édition du Hellfest. ouais, ça pourrait être très cool. Il est dans L'Armagnac au l'ambiance. Hellfest, Bah ouais. avec grand plaisir. Hum. Ensuite, on n'est pas loin du bout là. Simplement pour rappeler pour ceux qui s'intéressent au sans-alcool, je suis intervenu à Vinexpo, c'était quoi? C'était le 15 février dernier, pour parler justement du marché du sans-alcool et le replay est désormais disponible. Donc si vous n'étiez pas à Vinexpo à ce moment-là, vous pouvez maintenant le regarder sur YouTube. J'ai mis le lien pareil sur le site pour ceux qui voudraient checker ça. Donc ça s'appelle Tous les sans-alcool se valent-ils? Spoiler alerte, non. Voilà. Et je vous explique ça. Et puis j'ai même calé une petite slide avec Mister Cocktail dedans. Voilà. Qui est sans alcool, qui est un pionnier du RTD aussi, soulignons-le. Comme Ricard Voilà. avec le Pacifique. T'en parles, je crois, dans le. Exactement, ouais. Ouais, j'en parle dans la presse, ouais, clairement, ouais, qui date déjà de 82 peut-être.
Ouais. Ils avaient fait Ricard Bouteille après, qui était vraiment le premier RTD français, le Pacifique en no alcool. Et Ricard Bouteille, c'était sorti il y a une vingtaine, 15 ou 20 ans. C'était très Ah, novateur. je t'avoue, je le connais pas celui-là. Ah, c'était une petite Euh, bouteille déjà mixée. d'accord. Euh, et Bon, c'est bah voilà. bon, peut-être On qu'ils le croit que tout ressortiront. est, on croit que tout est nouveau, mais en fait, non. Mm. Il faut regarder un peu. Parfois même il y a 40 ans, voilà, c'était déjà là. Ouais. Ensuite, pour ceux qui veulent toujours plus de podcasts, il y en a un assez intéressant que j'ai écouté récemment, que c'est donc Bartender at Large, qui est un podcast américain sur plutôt sur le cocktail, hein. Et l'invité, là, c'était Aaron Polsky, et qui a donc monté une marque de cocktail RTD, justement, qui s'appelle Livewire, qui date maintenant, je crois, de 2019 ou quelque chose comme ça. Et en fait, il explique qu'il a eu des soucis avec PepsiCo. PepsiCo qui a en fait voulu lui, je sais pas, l'intimider sur la marque Livewire parce qu'ils ont un Hard Mountain Dew, ils ont sorti un Hard Mountain Dew saveur Livewire. Voilà, eux ils détiennent la marque Mountain Dew Livewire et lui il a la marque Livewire et puis je sais pas, ils ont considéré que c'est lui qui faisait atteinte à sa marque. Enfin bref. Ouais. Euh, donc voilà, donc assez intéressant pour ceux qui s'intéressent au branding et un peu. En Ouais, gros, c'est un vrai sujet, le droit des marques, hein. ouais. Quand on lance sa marque, on peut avoir tendance à vouloir économiser sur la vérification dans chaque pays. C'est un vrai point de développement qui peut. J'ai vu récemment, il y a un whisky français qui change de nom, Ouais, qui en dehors de c'est l'Union Ninkasi, européenne. ouais, qui a un autre nom hors UE, ouais. Les recherches d'antériorité, c'est un coût, mais c'est après quand on crée, c'est vrai qu'il faut aller plus vite. C'est des dépenses qui sont un peu inutiles, mais c'est un problème auquel on peut se confronter après quand on se développe dans d'autres pays. C'est, Mais, le droit des mais ça marques est peut toucher important. les très gros, hein, parce que il me semble, alors je sais plus si c'est Havana. Diplomatico ou Don Papa qui est sous un autre nom en Allemagne, par exemple. Ah oui? Ouais. Bah, Euh, il y a Havana qui est aux oui, avec États-Unis, qui est Bacardi, hein. ouais, il y a pas mal de choses comme ça. Euh, enfin voilà. Mais ouais, donc toi, Armin, vous avez tout bien verrouillé, j'imagine. Ouais, après il y a des pays où c'est plus long que d'autres. Il y a des pays où plus cher, donc tu fais aussi ton choix. Non, mais c'est vrai que c'est un défi entre le premier jour où tu crées, où tu dis c'est super, et la suite, il peut y Ouais. avoir des évolutions. Donc voilà, bah, en tout cas, un podcast qui est pas très long en plus, hein, qui fait même pas 30 minutes, il me semble, mais qui est très intéressant sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est en gros de ne pas se laisser intimider non plus face à des gros, parce que si tu es légitime, que tu as l'antériorité et tout, ton dossier est parfaitement défendable, et que c'est Oui, plus je de joue là-dessus, l'intimidation clairement, je finalement. pense. Voilà, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah tiens, j'ai un autre podcast qui s'appelle le Bottlefield Show et on a parlé de bière autonome, enfin, créée par une IA, par Bex. C'était la semaine dernière. Je vous invite à aller regarder ça, évidemment, si vous vous intéressez à l'IA, à ChatGPT, à Midjourney et de surcroît à la bière potentiellement. Voilà, voilà. Et évidemment, tout comme ce podcast-là aujourd'hui avec Augustin, bah, vous pouvez évidemment voir en replay ou écouter les épisodes précédents. Et j'avais donc Yves Cosentino de Algebra Drink la semaine dernière. Donc je vous encourage évidemment à checker tout ça. Et on arrive au bout. Voilà. Donc Écoute. si vous avez le moindre sujet que vous voulez creuser là, de tout ce qu'on a évoqué, évidemment vous avez les sources dans la newsletter. Vous avez tous les liens, tout est sourcé. Vous pouvez checker ça. Je sais pas si toi, tu as une news qui t'a particulièrement marqué cette semaine. Mais Non, c'est l'ensemble, hein, il y a quand même, les tendances se répètent entre les finishes, les fûts, le café, mais aussi le retour un peu du local et l'innovation. Il y a des tendances qui se vérifient. C'est ouais. assez dingue. Donc faut arriver à créer sa particularité au sein de Traction parce que sinon on est un peu dans le ventre mou. Mm. Et c'est un vrai défi, je trouve, dans cette industrie d'arriver à se différencier, mais en répondant aux attentes du consommateur aussi. Donc c'est tout ce qui fait la beauté de ce secteur, je trouve. Mm.
Clairement, il y a de quoi faire. Et puis, peut-être retenons que finalement, l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs. Enfin, ailleurs, ici. Ouais, Vous pouvez redécouvrir l'Armagnac, notamment avec donc Armin. Donc, si on veut suivre Armin, tu as le site, évidemment, ouais, Insta, armin.fr, c'est ça? exactement. Voilà, il y a le compte Instagram. Voilà, donc c'est les deux principales plateformes, j'imagine. Exactement. Et on peut faire un petit code de réduction pour les auditeurs si tu le souhaites. On pourra le mettre en Ouais, description. avec grand plaisir. Bah écoutez, on mettra ça en description du podcast et dans la newsletter. Donc voilà, j'ai dit une bêtise, hein, c'est armagnac-armin.com pour le site. Et j'encourage vivement à suivre le compte Instagram qui est frais. Ouais, ça Voilà. fait partie du soutien, honnêtement. On parle du travail d'artisan de manière un peu plus fraîche, Mm. peut-être, mais c'est un travail à la fois pour la marque et pour la catégorie. Il y a plein de gens qui font des choses très bien au-delà de nous dans l'Armagnac, hein. Nous, notre vraie démarche, c'est l'accessibilité et c'est amener de nouveaux consommateurs vers Mm. cette catégorie et évidemment faire rayonner notre marque, hein. On fait pas que le travail de la catégorie, évidemment, mais c'est un super travail d'artisan et que plutôt que chercher perpétuellement la nouveauté, on peut aller chercher dans le plus ancien spiritueux français pour peut-être avoir l'avenir de l'apéro. Donc voilà. Absolument. Euh, Bah écoute, sur ce, je te propose qu'on dise au revoir. Donc voilà, donc checkez Armin, checkez le BNIA si vous vous intéressez à la catégorie plus généralement. Et puis évidemment, abonnez-vous à distinews.fr si ce n'est pas déjà le cas. Des petits likes, des petites étoiles sur vos plateformes podcast, ça fait toujours plaisir également. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.